Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Fait marquant, votre émission qui donne la parole aux acteurs ou témoins d'événements remarquables. En mars 2018, l'Union africaine a adopté un accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Cette initiative de l'Union africaine vise l'amélioration de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, le développement des chaînes de valeur au niveau régional et continental, le renforcement des traits du développement industriel de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons scruter les bien-fondés de cette initiative pour l'économie africaine et son état de mise en œuvre. Pour en parler, nous recevons l'économiste Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Okay. Très bien, Monsieur Makalou. Déjà, la ZLECAf, est-ce déjà l'amorce de l'intégration africaine? Merci pour votre question. C'est une très bonne question. Et moi, je suis très optimiste et je me réjouis de voir l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Pour replacer les choses un peu dans leur contexte, vous savez que c'est le 25 mai 1963 que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en Addis Abeba, en Éthiopie, par les pères du panafricanisme. Il s'agissait de faire en sorte que l'Afrique puisse aller vers l'unité et même vers le fédéralisme, sinon vers l'unité continentale, avec une diplomatie commune, une monnaie commune, une armée commune. C'était ça le rêve des pères fondateurs. Et en effet, en 2013, après l'avènement de l'Union africaine qui a remplacé l'OUA en 2000, mais l'opérationnalisation a commencé en 2002, vous savez, il a été élaboré un outil assez important mais assez méconnu du grand public africain. Il s'agit de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est la vision sur 50 ans de l'Union africaine. Et cet agenda est le cadre stratégique pour la transformation structurelle de notre continent. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que l'Afrique est grande pourvoyeuse de matières premières, mais elle continue à acheter sur d'autres continents ce dont elle a besoin. Et ça nous fait faire revenir à ce que Ali Mazrui, éminent universitaire kenyan, disait: l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. Donc cette transformation structurelle a pour objectif de faire en sorte que nous quittions l'économie de traite, parce que actuellement l'Afrique ne représente que moins de 3% du commerce mondial. Les 55 pays africains. Alors que nous représentons plus d'1,4 milliard de personnes et nous représentons plus de 17% de la population mondiale, mais nous ne représentons que 3% de la population, 3% du commerce mondial, ce qui est très peu. Oui. Donc ce que cet agenda a quand même encouragé à faire, c'est que les différents pays et les différentes communautés économiques régionales créent des plans de productivité et aussi des chaînes de valeur qui vont amener quand même faire en sorte qu'on puisse transformer les produits de base. Parce que vous savez, nous avons 5 communautés économiques régionales, géographiques. Oui. L'Union africaine comporte 8 communautés économiques régionales, mais il y en a 5 qui sont géographiques. Et celle qui nous concerne de notre côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est à travers cela que ce plan est appliqué. Il est bien vrai que chaque pays doit élaborer son plan national par rapport à cette transformation structurelle. Okay. Justement, avant la prise de décision de cette initiative ZLECAf, comment l'Afrique commerçait déjà et comment est-ce que la commercialisation s'est faite en Afrique? Écoutez, vous savez, si vous regardez, prenons le pétrole, qui est une ressource assez importante, tant au niveau des finances publiques, parce que les pays qui en produisent peuvent obtenir des recettes assez importantes en exportant, et les pays qui importent, évidemment, c'est un frein à leur économie et ça engloutit une bonne partie de leurs finances publiques des pays enclavés et non producteurs de pays comme le Mali. Oui. Et dans toute l'Afrique, sur les 55 pays que compte l'Afrique, mais il y a 54 au niveau de l'Union africaine, vous en avez seulement 7 qui sont
7 pays seulement qui sont exportateurs de pétrole, qui sont producteurs et exportateurs. Il y en a 37 qui sont des importateurs nets. Ça veut dire qu'ils n'en produisent pas, qu'ils n'en ont pas et qu'ils sont obligés d'acheter. Donc imaginez un peu quand les cours du pétrole augmentent ou quand le dollar s'apprécie, prend de la valeur par rapport à leur monnaie. C'est le cas des pays qui utilisent le franc CFA actuellement. Oui. Le fait que le dollar se soit apprécié par rapport à l'euro et au franc CFA, mais aussi le fait que les prix du baril aient augmenté en dollars, fait que nous sommes doublement frappés. Et vous savez, le pétrole, c'est un élément déterminant dans le coût de l'activité économique, parce que le pétrole rentre dans toute la production nationale, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'énergie, que ce soit l'alimentation et tout le reste, les services, etc. Donc, est-ce que vous veut dire que du fait que ces pays, la majorité de ces pays ne sont pas producteurs de pétrole, joue sur leur économie? Mais bien sûr, ça joue sur leur économie et ça ralentit l'activité économique parce que si vous n'avez pas prévu, pas prévu la hausse des recettes, la hausse du prix du pétrole, ça veut dire que vous devez consacrer davantage de ressources peut-être pour l'éducation, la santé ou peut-être la défense nationale, la sécurité. Vous devez couper quelque part pour quand même combler cela parce que c'est un besoin élémentaire. Si vous prenez un pays comme le Mali, notre premier poste d'importation, ce sont les produits pétroliers. Nous n'en produisons pas et 25 à 30% de tout ce que nous achetons à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les importations, sont constitués de produits pétroliers. Donc nous, ça nous affecte chaque fois que le prix du baril augmente. Okay. Très bien. Et maintenant, avec l'ancien système, sans la ZLECAf, quel est en fait le manque à gagner pour l'Afrique avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire qui n'est pas la zone de libre-échange continentale? D'accord. D'abord, il faut que je vous explique ce que c'est que l'intégration économique, parce que vous avez plusieurs paliers. Oui. Ça commence d'abord par la zone de libre-échange. Dans la zone de libre-échange, c'est-à-dire maintenant avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale depuis le 1er janvier 2021, parce que vous savez qu'initialement, c'était en mai 2019 qu'on devait opérationnaliser, après la ratification par 22 pays, mais malheureusement, la crise sanitaire, la pandémie sanitaire est passée par là, donc on a été obligé de repousser au 1er janvier 2021. Maintenant, c'est opérationnalisé. Après la ratification par plus d'une quarantaine de pays. Maintenant, avec cette ratification, nous avons la plus vaste zone de libre-échange au monde. Donc, pour revenir à mon propos du début, c'est-à-dire l'intégration économique commence par la zone de libre-échange. Cela veut dire qu'on réduit les tarifs douaniers, c'est-à-dire les barrières douanières et les barrières non douanières. On réduit tout cela, on réduit les obstacles aux échanges entre les pays. Mais chaque pays qui est non membre conserve sa structure tarifaire par rapport à d'autres non membres. Ça veut dire que dans notre cas, les 54 pays qui ont quand même adhéré à l'accord de zone de libre-échange peuvent commercer entre eux sans barrière tarifaire, sans tarif douanier. Et cela veut dire que l'objectif, c'est de stimuler le commerce intra-africain qui, pour le moment, qui en 2015 n'était que de 15%, mais en 2017 qui est de 17%. Mais c'est très peu. Vous imaginez que les Européens sont à 75% de commerce intra-européen. Et les Asiatiques sont à 65%, mais nous sommes à 17% pour le moment. Donc, en stimulant, en créant 1,4 milliard de consommateurs et en créant ce vaste marché intérieur, parce que c'est très important d'avoir un vaste marché intérieur, pour pouvoir produire et vendre sur ce marché intérieur, c'est ce qui va permettre aussi de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois et de donner des revenus aux Africains et aux entreprises africaines établies dans notre pays. Bon, il y a le problème de les règles d'origine aussi qu'il faut
étroitement surveillés qui vont nous permettre aussi de faire en sorte que cet accord puisse profiter d'abord aux Africains et aux entreprises africaines. Parlant de briser en fait les barrières douanières, est-ce que ça veut dire que ça va être une harmonisation des tarifs douaniers ou est-ce qu'on va peut-être laisser tomber tout tarif douanier entre les différents pays? L'objectif au bout des 5 premières années, c'est de faire en sorte que les tarifs douaniers baissent de 90%. Et au bout des 10 premières années après l'opérationnalisation, au bout des 5 premières années, que ça baisse de 90% et au bout des 10 prochaines années, que ça baisse de 97%. Donc c'est bien cela. Oui. 90%, ensuite 97%. C'est faire en sorte qu'il n'y ait même plus de barrières tarifaires au bout d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Oui. Parce que vous savez, on ne peut pas éliminer totalement les tarifs douaniers parce que vous avez des pays continentaux qui encore ont besoin de ces recettes fiscales, c'est-à-dire les droits de port. Si vous prenez un pays comme le Mali, vous savez que au moins presque 36% de nos recettes fiscales proviennent des droits de douane. Donc si du jour au lendemain nous devrions éliminer tous nos droits de douane, il va falloir quand même remplacer cela par des recettes supplémentaires. Mais c'est cela aussi un des avantages de l'intégration, c'est que en réalité, tout le monde ne gagne pas et tout le monde ne perd pas, mais il y a des gagnants et des perdants. Mais il y a des mécanismes aussi de compensation, de faire en sorte que ceux qui gagnent plus contribuent aussi à améliorer la situation économique de ceux qui perdent un peu plus. Justement, parlant de gagnants et de perdants, il y a beaucoup qui disent que cette politique n'arrange pas assez les pays à faible économie. En quoi, en fait, cette zone-là peut être une contrainte pour ces pays-là? Oui, mais c'est un argument, vous savez, mais déjà que c'est un argument que la plupart des pays utilisent, c'est-à-dire ceux qui sont les moins nantis, mais vous allez constater ça dans tous les regroupements économiques d'intégration. Mais il va falloir, par exemple, les pays qui sont enclavés, évidemment, connaissent un certain désavantage par rapport aux pays qui sont sur la côte, parce que c'est plus facile de faire venir des bateaux, de transporter, et les coûts de transport handicapent un peu les pays qui sont enclavés. Et puis souvent, on dit aussi que les activités quittent les pays qui sont à l'intérieur pour aller vers les pays qui sont vers la côte. Mais tout cela est une question de planification, d'organisation et de méthode. Je m'explique, il faut d'abord les plans de productivité dont j'ai parlé, par rapport aux chaînes de valeur nationales, régionales et continentales. C'est à travers cela, quand le travail est fait sérieusement au niveau pays, que l'on peut connaître ce qu'on peut gagner et ce qu'on peut perdre. Mais si vous-même, vous n'évaluez pas un peu les gains que vous pourrez obtenir avec cet accord de libre-échange et les pertes que vous pourrez engendrer aussi avec ces accords de libre-échange, mais qui va le faire à votre place? Parce que il y a des compensations qui doivent être effectuées, mais sur la base des études préalables. Oui. Donc ce travail doit être fait très au sérieux par tous les pays et c'est comme tout processus de négociation. Évidemment, il faut venir avec des arguments à la table. Okay. Vous parlez de compensation aussi. Les compensations peuvent intéresser, peuvent être appliquées comment pour ces pays-là? Non, les compensations, elles sont financières. Il y a généralement un fonds qu'on met en place, un fonds de compensation, pour, par exemple, les pertes d'activité ou les baisses de revenus. Si un pays, par exemple, avait des recettes fiscales d'un certain niveau et qu'on voit qu'avec l'application, la diminution des tarifs douaniers que ce pays, ses recettes ont baissé, mais ça, c'est palpable. Et donc, maintenant, le fait que l'activité soit accrue ailleurs et que les revenus aient augmenté ailleurs, ceux qui ont augmenté leurs revenus ne peuvent pas tout garder. Oui. Donc, ils doivent redistribuer une partie à ceux qui ont subi des pertes. Oui. Et c'est cela qui fait que le regroupement, il y a la solidarité et il y a l'unité. Donc, parce que vous partagez les gains, mais vous partagez aussi les pertes. Et cela, parce que si le processus n'est pas gagnant-gagnant pour tout le monde, mais personne n'aurait avantage à rester dans un tel regroupement. Maintenant, parlons de concurrence entre les différents États de la zone. Est-ce qu'un pays comme nous, qui a un faible niveau d'industrialisation, est apte à faire concurrence avec d'autres pays? Je prends l'exemple de notre voisin direct qui est l'Algérie.
par exemple. Est-ce que c'est possible, sur un point de vue concurrentiel en matière de production, de produits manufacturés, est-ce que c'est possible qu'on puisse être... Mais vous savez, d'abord, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il faut voir, on produit sur la base d'un avantage comparatif. Est-ce que vous avez un avantage comparatif par rapport à quelque chose? C'est pas parce que le Mali est le premier producteur de coton en Afrique que le Mali pourrait avoir un avantage comparatif plus élevé par rapport à un autre pays. Par exemple, vous savez, l'Éthiopie aujourd'hui est quand même ne possède pas de coton, mais produit énormément de textiles, parce que les unités industrielles sont implantées là-bas. Maintenant, c'est pour cela que j'ai parlé des politiques industrielles, voir un peu. Il ne s'agit pas uniquement de l'industrialisation, mais aussi il s'agit de la création des valeurs, des chaînes de valeur, non seulement nationales, mais régionales. Mais aussi, il s'agit du capital immatériel, c'est-à-dire comment l'innovation, la technologie sont utilisées pour moderniser les économies et aussi comment le capital humain est utilisé à bon escient, surtout en cette période de révolution numérique où nous avons une économie numérique, une économie de services qui est en train de prendre le dessus, surtout avec les secteurs à haute valeur ajoutée. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des usines, il s'agit aussi d'avoir, par exemple, comment créer des logiciels, comment faire de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, les pays les plus compétitifs et les plus riches au monde sont des petits pays qui sont spécialisés dans des produits à haute valeur ajoutée. Et généralement, ce sont les services. Oui. Parce qu'on peut produire des biens, mais on peut aussi produire des services. Parce que l'avantage d'un pays comme les pays sahéliens sont les populations les plus jeunes d'Afrique, mais aussi qui ont des taux de démographie les plus élevés d'Afrique. Donc ça nous amène d'autres challenges, ça veut dire comment moderniser notre économie, comment augmenter la productivité de notre économie, c'est-à-dire produire plus en renforçant notre productivité, c'est-à-dire en diminuant le coût des facteurs de production et en augmentant notre compétitivité. Les coûts de facteurs de production sont, et ça c'est valable pour toute l'Afrique, il s'agit de renforcer le capital humain, de rendre le capital financier disponible sur des longues durées et à moins de coûts, de s'assurer que les gens aient accès à une formation assez poussée dans les nouvelles technologies et aussi qu'il y ait des bonnes politiques publiques pour soutenir le secteur privé et faire en sorte aussi que nos pays puissent compétir aussi dans ce monde de plus en plus évidemment interconnecté, globalisé, interconnecté, où les pays sont en compétition. Et vous allez remarquer aussi que de plus en plus, c'est les grands regroupements. La première économie du monde, aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est une fédération. La deuxième économie du monde, c'est la Chine. La troisième économie du monde, c'est le Japon. Et la quatrième économie du monde, évidemment, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne est la première économie d'Europe aussi. Donc il va falloir quand même que nous, Africains, nous puissions nous unir comme les pères fondateurs l'avaient entrevu, parce que c'est l'union qui fait la force. Très bien. Vous citiez tantôt l'exemple de l'Éthiopie qui n'est pas producteur de coton, mais qui est vraiment parmi les excellents, les producteurs de vêtements. Est-ce que veut dire qu'avec cette zone de libre-échange, le Mali qui fut tantôt premier producteur de coton, puisse, au lieu d'exporter son coton vers l'Europe, puisse peut-être l'acheminer vers l'Éthiopie ou plus proche. Et vous savez, il y a quand même les pays de la CEDEAO qui ambitionnent de transformer environ 25% du coton dans notre zone dans les 5 années à venir. Tout dépend. Vous savez, gérer c'est prévoir, disait de Girardin. C'est-à-dire il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut faire des choix. Et quand on fait des choix entre des alternatives. Donc il faut réfléchir au préalable, voir ces options et voir les contraintes et voir ce qui vous convient le mieux. Et plus vous avez des politiques endogènes, transformatrices qui émanent de vous-même, plus vous irez loin. Mais si vous ne décidez de rien, si vous ne faites rien, si vous êtes absorbé par le quotidien et que vous n'entrevoyez pas comment investir dans l'avenir et dans les métiers d'avenir et dans l'économie d'avenir, évidemment, vous serez toujours à la traîne. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi quelqu'un va venir installer une usine de coton dans un pays où l'électricité coûte excessivement cher, où l'électricité, les coupures sont récurrentes et le problème de l'énergie est essentiel pour la transformation structurelle
de l'Afrique. Est-ce que vous savez que les 82 millions d'Allemands produisent plus d'électricité que les 1,4 milliard d'Africains? Et l'Afrique du Sud seule compte pour la moitié de la production de l'Afrique. Et de la production d'énergie, de la capacité de production d'énergie installée. Et si vous ajoutez les pays maghrébins et plus l'Afrique du Sud, vous avez 2/3 qui font moins de 10 pays, font 2/3 de la capacité installée d'électricité en Afrique. Il y a 6 pays en Afrique encore qui ont un taux d'accès à l'électricité qui est inférieur à 25%. Donc ça veut dire que nous sommes toujours nés en matière de production énergétique. Pas seulement, oui, et non seulement en matière de capacité d'électricité, mais aussi en capital humain, c'est-à-dire l'accès de la prochaine génération à l'éducation, à la santé et aux métiers de l'avenir. Vous savez, au Sahel seulement, il y a plus de 6 000 écoles qui sont fermées aujourd'hui. Que vont devenir tous ces enfants? Que vont devenir tous ces enfants? Donc, vous savez, la jeunesse est l'avenir de notre pays et de notre continent. Et au Mali, il y a 2 Maliens sur 3 ont moins de 25 ans. Mais 64% des Africains ont moins de 24 ans. Nous avons la population la plus jeune au monde en Afrique. Donc, nous avons des bras valides. C'est un défi ou une opportunité? C'est un défi que nous devons transformer en opportunité. Parce que nous avons un vaste continent, 30 millions et demi de kilomètres carrés, que personne ne nous dise que nous sommes un continent surpeuplé. Non. Nous sommes 10 fois plus grands que l'Inde, avec à peu près la même population. Et nous sommes 3 fois plus grands que la Chine, je parle de l'Afrique, oui. 3 fois plus grands que la Chine, avec la même population. Donc on ne dit pas que nous sommes surpeuplés. Nous avons encore de la marge, mais encore faut-il produire plus, parce que, évidemment, avec les progrès, les gens vivent plus longtemps, et il va falloir quand même faire en sorte que nous produisions plus et mieux, et aussi que nous puissions transformer la vie de nos concitoyens. Parlant toujours de cette zone, certains disent que la ZLECAf a été inspirée du modèle de l'Union européenne. Est-ce que c'est le modèle amélioré ou bien c'est le modèle calqué? Mais vous savez, c'est quand même étonnant parce que vous savez, les Européens, ils ont commencé avec la communauté du charbon et de l'acier. Ils ont mis quand même, la communauté européenne même a commencé en 1957 et ils ont mis près de 60 ans pour pouvoir arriver à la construction européenne. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'Europe de la défense, ni d'Europe budgétaire. Ça veut dire que la construction, elle est longue, c'est un processus. C'est un processus de longue haleine et je pense que les Africains sont en train de faire de remarquables progrès en matière d'intégration. Parce que déjà, le fait d'avoir quand même, parce que comparaison n'est pas raison, ceux qui ont comparé cela à l'Union européenne, nous avons des communautés économiques régionales géographiques, mais aussi nous avons des communautés économiques régionales qui englobent plusieurs entités géographiques. Donc ça veut dire que, et maintenant, l'avantage de cela, qui peut être aussi un inconvénient, mais c'est que chaque entité va à son rythme. Et ceux qui sont à la traîne doivent quand même émuler ceux qui sont en avance. Si vous regardez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO aujourd'hui, c'est la communauté économique régionale la plus avancée d'Afrique et l'une des plus avancées au monde parce que vous avez la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux dans cette entité. Nous avons un passeport commun. Et nous sommes en train de bâtir une monnaie commune et qui devait être lancée en 2021, qui a été reportée successivement plusieurs fois, parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune s'il n'y a pas la convergence entre les économies, si vos politiques économiques ne sont pas convergentes. Par exemple, aujourd'hui, la moyenne de l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, fixée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est de 3%. Mais aujourd'hui, nous avons une moyenne de 7,5% pour l'ensemble des 8 pays. Mais vous prenez le Nigeria, qui a un taux d'inflation d'aujourd'hui de 20%, et le Ghana qui a un taux d'inflation d'aujourd'hui de 30%, et vous avez le Zimbabwe qui a un taux d'inflation mensuel de 280% actuellement. Est-ce que tout ceci compromet peut-être la création de monnaie commune qui avait été lancée? Au moins, ça reporte le projet. Parce que si vous avez des taux d'inflation divergents, ce sont des critères de premier rang, vous ne pouvez pas avoir la même monnaie. Parce que la monnaie, c'est votre pouvoir d'achat. Et cette monnaie, la Banque centrale doit assurer la stabilité des prix pour s'assurer que
l'inflation ne rogne pas sur le pouvoir d'achat. Parce que si les salaires, si les revenus n'arrivent pas à couvrir la hausse généralisée des prix des biens et des services, évidemment, le pouvoir d'achat baisse. Et quand le pouvoir d'achat baisse, évidemment, les conditions de vie des populations baissent. C'est pour cela que ce phénomène mondial, il est mondial. Ce n'est pas un problème des Africains seulement, c'est un problème mondial qui affecte non seulement les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation, les prix des transports, mais la difficulté par rapport à l'inflation, c'est que dans nos pays africains, c'est-à-dire un ménage ou un individu consacre une bonne proportion de son revenu par rapport à l'alimentation. On peut considérer entre 30 et 60% contre peut-être 5 à 10% pour quelqu'un d'un pays à revenu élevé. Donc, si vous n'avez pas les mêmes politiques économiques, c'est-à-dire le déficit budgétaire, parce que si vous avez un déficit budgétaire non maîtrisé, vous allez accroître la dette, et quand vous vous endettez, ce sont des coûts supplémentaires, le service de la dette va augmenter. Et quand ce service de la dette augmente, ça va être moins de dépenses pour la santé, pour l'éducation ou autre chose pour rembourser la dette. Et ça va amener d'autres problèmes, évidemment. Donc, il faut que les pays harmonisent leur politique économique. Et ce sont ces critères de convergence que nous avons, non seulement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais aussi au sein de la CEDEAO. Et c'est pour cela que le projet de monnaie unique de la CEDEAO pour les 15 pays a été reporté pour le moment à 2027, parce que les deux géants de la CEDEAO, le Nigeria et le Ghana, constituent 75% du PIB des 15 pays de la CEDEAO. Et ces deux pays sont en grande difficulté, non seulement au niveau de leur compte macroéconomique, mais aussi au niveau de la gestion de leur économie. Parlant de bonne organisation, est-ce veut dire que la zone ouest africaine a pris de l'avance sur l'Union africaine en matière d'intégration? Oui, absolument. C'est la libre circulation des personnes, des biens et des services, et aussi des capitaux. Et vous savez, il y a certaines communautés économiques régionales où pour aller d'un pays à un autre, il faut prendre un visa. Et ça, nous ne connaissons pas ça en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'un pays comme le Mali doit s'en réjouir parce que nous avons une forte communauté à l'extérieur, malienne à l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora. Oui. Et près de 90% de notre diaspora vit dans notre espace communautaire de la CEDEAO, c'est les 15 États. Et tenez-vous bien, la diaspora malienne, qui est estimée à au moins 5 millions de personnes, a envoyé dans notre pays l'année dernière, en 2021, selon la Banque mondiale, 631 milliards de francs CFA uniquement à travers les circuits officiels, à travers les circuits financiers. Cela veut dire qu'à travers les circuits non formels, évidemment, il y a autant qui sont venus, autant de ressources qui sont venues au Mali. Oui. Et ces fonds de la diaspora comptabilisés déjà sont plus importants que l'aide publique au développement ou les investissements que les étrangers font chez nous, qu'on appelle les investissements directs étrangers. Donc il va falloir que cette diaspora, maintenant, que nous travaillons aussi à ce que cette manne importante qui provient de l'extérieur puisse profiter aux investissements dans nos pays plutôt qu'à la consommation de tous les jours. Et parlons maintenant de la mise en œuvre de la zone nord. Est-ce que les lignes bougent? Est-ce que vous trouvez que les lignes bougent à hauteur de souhait? Les lignes bougent. Les lignes bougent. Vous savez que le mois dernier, il y a 7 pays qui se sont engagés pleinement, y compris l'Égypte et le Ghana, à entreprendre toutes les dispositions de l'accord de zone de libre-échange. Ça veut dire que 7 pays sont en train d'appliquer pleinement les dispositions de l'accord. Et aussi, ce qui est fabuleux, à mon avis, en tant qu'économiste, vous savez, l'Afrique regorge d'une quarantaine de monnaies pour une cinquantaine de pays. Et vous imaginez, pour commercer entre chaque pays, il faut faire des échanges. Et souvent, cette compensation se faisait en Europe. Donc, un système de compensation vient d'être mis en Afrique ici pour qu'on puisse échanger en monnaie locale sans nous référer à qui que ce soit et faciliter les échanges. Et l'objectif ultime, c'est de stimuler le commerce intra-africain. Je vous ai parlé du marché intérieur. Oui. Plus nous allons commercer entre nous, plus ça va être un facteur intégrateur, mais c'est un facteur de paix aussi et de sécurité. Parce que quand les pays commercent entre eux, vous savez, il y a moins de conflits. Mais
à l'horizon, tenez-vous bien, à l'horizon 2035, l'objectif c'est de faire sortir 30 millions d'Africains de la pauvreté. Est-ce qu'avec la ZLECAf, c'est aussi possible de sortir de la pauvreté? Mais c'est surtout ça, quand vous allez stimuler le commerce, vous allez faire en sorte que les gens vont pouvoir se déplacer, les gens vont créer l'activité, les gens vont obtenir des revenus supplémentaires. Cela va faire qu'une plus grande partie des Africains vont sortir de la pauvreté parce qu'à l'horizon 2035, ce que les experts ont estimé, c'est que cela va engendrer des revenus supplémentaires à hauteur de 450 milliards de dollars US à l'horizon 2035 et réduire la pauvreté de 40% du continent africain maintenant à 10,9% en 2035. Donc, je veux dire que c'est vraiment cette intégration économique, évidemment, a beaucoup d'avantages, même si ça a quelques inconvénients, parce que, évidemment, le fait d'harmoniser les politiques, les pays ne vont pas au même rythme. Et vous savez, l'Afrique est très diverse. Vous avez le plus grand pays qui fait à peu près 2 400 000 km², et vous avez le plus petit pays qui fait 33 000 km². Et bon, vous savez, le plus petit pays qui fait 500 000 habitants et le pays le plus peuplé qui fait 220 millions d'habitants. Donc, avec 55 pays à la clé, ça fait beaucoup de pays, mais je pense que avec la volonté politique, parce que j'aime m'apaisantir sur la volonté politique, parce que les techniciens ne peuvent rien faire sans volonté politique. Mais quand la volonté politique est affirmée, quand elle est réelle, quand elle est crédible, c'est-à-dire ce que les politiques disent et qu'ils font, je pense que ça peut permettre des avancées remarquables sur notre continent. Et parlant de ratification, quels sont les principaux pays qui pèsent, qui sont importants dans la démarche, qui ont déjà ratifié? Je pense qu'il y a 45 pays qui ont déjà ratifié. Okay. Les plus importants ont déjà ratifié. Le Nigeria avait des réticences, mais il l'a ratifié. Le Ghana est un champion. L'Égypte a ratifié. Les plus grandes économies du continent, les 10 premières économies ont déjà ratifié. C'est l'Érythrée en réalité qui pose un problème à ce moment. Et puis il y a des problèmes aussi au niveau des législations internes pour quelques pays. Mais je pense que tout cela, les réticences qu'il y avait, maintenant tout le monde se rend compte que c'est en allant ensemble, en travaillant ensemble, mais surtout le fait que le processus soit fait au niveau des communautés économiques régionales géographiques, je pense que ça facilite un peu le processus aussi, ça rend le processus plus souple, mais aussi ça permet aussi de voir les résultats le plus rapidement possible. Quels sont les quelques obstacles auxquels la dynamique est confrontée? Mais les obstacles, c'est que, évidemment, vous savez, notre premier partenaire économique, c'est la Chine. Vous savez, l'année dernière, je pense que près de 254 milliards d'échanges avec la Chine. Notre deuxième partenaire économique, c'est l'Union européenne, un peu plus de 200 milliards. Les États-Unis sont notre quatrième partenaire économique parce que l'Inde a surpassé les États-Unis. L'Inde est à 70 milliards de dollars d'échanges avec l'Afrique, les États-Unis à 64 milliards, et donc la Turquie est à 50 milliards maintenant. Donc vous voyez, les partenariats sont en train de changer, le monde est en train de changer. Maintenant, l'Afrique doit trouver sa propre voie. Et c'est à travers cet agenda 2063, parce que nous avons une vision et nous devons faire en sorte qu'elle se réalise. Mais elle doit se réaliser, cette vision africaine, avec nos moyens. Il ne s'agit pas de compter sur qui que ce soit pour nous suppléer. On peut faire le travail nous-mêmes, et ceux qui veulent nous accompagner, ceux qui veulent être des partenaires pour commercer, pour les investissements, évidemment, sont les bienvenus, mais l'Afrique ne doit plus tendre la main, et l'Afrique a tous les moyens et tous les ressorts pour assurer son développement futur. Est-ce que nos partenaires extérieurs peuvent constituer d'obstacles, peuvent faire barrière, par exemple, à cette dynamique-là? Vous connaissez la devise diviser pour régner de Louis XI. Oui. Ça, c'est la. Vous savez, en relations internationales, quand j'entends les gens, mon ami, mon pays frère, oui. Non, laissez tout ça. Vous savez, les États. C'est pas sincère. Oui, non, vous savez, c'est l'ancien Premier ministre de la reine Victoria d'Angleterre au XIXe siècle qui disait que les pays n'ont pas
d'amis permanents, les pays n'ont pas d'ennemis permanents, les pays n'ont que des intérêts, et ce sont ces intérêts qu'ils doivent poursuivre. Donc, ça veut dire que cette dynamique dépendra de relations qu'on pourra avoir avec ces éventuels partenaires, c'est ça? Non, je dis que nous devons rester soudés, Oui. et que tout le monde voudrait nous voir en tant que pourvoyeurs de matières premières, mais l'Afrique doit refuser d'être une pourvoyeuse de matières premières. Nous devons nous industrialiser, nous devons aller vers cette transformation structurelle. Parce que c'est avec cela qu'on va créer des emplois. Imaginez qu'aujourd'hui, en 12 et 15 millions d'Africains sont sur le marché de l'emploi chaque année. Vous savez combien arrivent à obtenir des emplois et qui ne sont ni décents ni durables? 3 millions. Parmi 15 millions. 15 millions. Donc, nous devons faire en sorte que nous développons notre activité, que nous commercions entre nous, que nous augmentons les investissements. Mais le préalable, c'est la paix et la sécurité. Parce que sans paix et sécurité, on ne peut pas assurer un développement durable. Très bien. Maintenant, parlons de produits. Quels peuvent être les produits qui pourront faire exception à cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des produits qui seront exemptés de la dynamique? Mais exemptés, écoutez, tant que tout est un processus de négociation. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'intérieur des communautés économiques régionales que les négociations ont lieu. On a demandé à chaque pays de préparer son plan national. Et ces plans nationaux vont au niveau régional et sont discutés là-bas. Et là-bas, on obtient un consensus, on se met d'accord sur l'essentiel pour voir les produits qui peuvent faire exception, parce que, n'oubliez pas, il y a toujours, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Et en matière économique, vous savez, il y a l'aspect des industries naissantes, parce que il y a certaines industries stratégiques. Mais c'est l'État qui doit définir le contenu stratégique d'une industrie. Et donc, ces industries stratégiques peuvent faire le cas d'exception. Mais l'exception confirme la règle. Oui. Donc, il va falloir argumenter ce concept d'industrie naissante. Et quand ce concept est développé, d'industrie naissante, et c'est accompagné généralement d'une protection tarifaire. Oui. Par exemple, si vous voulez, on veut protéger le sucre, si nous voulons produire du sucre et que nous voulons protéger le sucre, c'est de faire en sorte, ou le riz, nous sommes 4e producteur africain de riz, mais nous continuons à importer du riz avarié d'ailleurs, oui. Qui nous est presque donné et qui ne coûte rien en dehors du transport et qui vient inonder notre marché et en même temps tuer la production nationale. C'est la même chose pour les oranges, pour lesquelles nous sommes... Le Mali est 6e producteur africain d'oranges. Mais par contre, nous continuons à importer des oranges d'autres pays qui viennent concurrencer nos oranges. Et pendant ce temps, ces pays ont des industries de jus, de transformation de ces produits. Et nous n'en avons pas. Mais le problème, c'est quoi? Nous n'aimons pas consommer ce que nous produisons ou bien nous ne parvenons pas... Nous n'avons pas de stratégie industrielle, nous n'avons pas de politique industrielle. Je ne parle pas d'industrialisation, je parle de politique industrielle. C'est de faire en sorte quelles sont les compétences que nos entreprises requièrent. Quelles sont les filières porteuses au Mali aujourd'hui? Le Mali est le premier producteur mondial de noix de karité aujourd'hui. Karité. Mondial de noix de karité. Mais le label Mali, il est où par rapport à l'huile de karité, les produits pharmaceutiques de karité? Non, les gens viennent prendre la noix ici, ils vont les transformer dans les pays voisins, ils mettent leur label dessus. Donc le contenu local. Comment ajouter du contenu local? Mais tout ça, c'est de la réflexion. Et ce n'est pas une affaire du ministère du Commerce et de l'Industrie ou du ministère des Investissements. C'est une affaire du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement. C'est de voir les filières porteuses. Oui. C'est le ministère du Développement rural, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation technique. C'est tout cela qu'on doit voir avec notre jeunesse, c'est de voir quels sont les besoins des entreprises de maintenant. Comment nous pouvons avoir une formation, une adéquation formation-emploi. Oui. Je vous ai dit, il y a 3 millions de Maliens qui sortent des écoles, mais il y en a moins de 10% qui ont des emplois décents ou durables. Et au niveau continental, c'est la même chose.
Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous revoyions un peu tout cela. Et je vous ai dit aussi qu'au niveau du commerce mondial, nous en faisons moins de 3% du commerce mondial, les Africains, alors que nous représentons 17% de la population mondiale. Donc nous devons nous réveiller. Ce n'est pas une question de monnaie, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de volonté politique. Mais il faut surtout travailler en amont pour mettre en place cette politique industrielle transformatrice pour notre continent. Tout à l'heure, vous prenez l'exemple sur les riz, nous en produisons, mais jusque-là, nous continuons d'en importer. Oui. Quel est le problème? Ce que nous produisons n'est pas de qualité ou bien c'est pas suffisant? Au contraire, notre riz est prisé, c'est de très grande qualité, mais il est concurrencé par du riz. Vous savez, il y a des pratiques anti-concurrentielles, anti-commerciales qu'on appelle le dumping. Justement, le dumping, j'allais vous poser la question après. Donc le dumping, nous faisons l'objet de dumping et nous faisons l'objet d'accords de partenariat iniques. On nous demande, et même la transition énergétique par rapport au climat, on nous demande de ne pas polluer alors que c'est nous qui polluons le moins et on veut nous empêcher de nous industrialiser en nous imposant des contraintes. Donc c'est à nous de voir un peu tout cela, et c'est-à-dire le dumping, pour revenir à cela, par exemple pour le riz, c'est d'aller prendre des vieux stocks qui ne sont plus consommés dans les pays, dans certains pays, de les acheter à bas prix, de venir les vendre ici parce qu'on ne paye qu'à peine le transport et les trucs, mais ce n'est pas très propre pour la consommation. Ça veut dire que les riz qu'on nous amène... Je ne dis pas que tout le riz est comme ça, mais je dis qu'on peut acheter du riz qui n'est pas de très bonne qualité. Et donc cela aussi implique que nous fassions attention à ce que nous consommions. Et donc si ce riz vient concurrencer le riz qui est produit à l'Office du Niger par le paysan à un coût plus élevé, évidemment l'autre riz n'a coûté rien du tout, et il a fallu le transporter, l'amener, et il vient concurrencer le riz du paysan à l'Office du Niger, ça ne peut pas aller. Alors que le paysan à l'Office du Niger doit être encouragé, et alors qu'il a des problèmes pour payer sa facture d'eau, pour payer ses engrais, etc. Et tous les pays au monde subventionnent l'agriculture. Et le point le plus important pour moi, c'est qu'il faut que les Africains atteignent la souveraineté alimentaire. C'est indispensable de nos jours. La crise en Ukraine a montré que nous ne pouvons pas continuer à dépendre du reste du monde. L'Ukraine est un petit pays de 50 millions d'habitants qui nourrit une bonne partie de l'Afrique. Cela ne s'explique pas. L'Afrique dispose de 60% des terres arables au monde, près de 900 millions d'hectares. Est-ce que vous savez que l'Afrique continue à importer un tiers de tout ce qu'elle consomme comme denrées alimentaires? C'est scandaleux. Alors que nous avons la population la plus jeune au monde, nous possédons 60% des terres arables au monde. Oui. Nous importons aussi 56% des engrais que nous utilisons. Et par rapport au montant de la facture des denrées alimentaires, c'est environ 70 milliards de dollars. Ça pourrait faire beaucoup. Et le problème, c'est qu'au niveau même de l'Union africaine, des engagements avaient été pris à Maputo, au Mozambique, en 2003, que les pays africains, chaque pays africain devrait au moins affecter 10% de ses ressources budgétaires à l'agriculture, avec un grand A. Mais il y en a moins de 20 pays sur les 54 aujourd'hui qui le font. Et certains le font, mais le font mal parce qu'il n'y a pas d'efficacité de la dépense publique. Et évidemment, on met de l'argent là-bas, mais on détourne ici, là, on dépense n'importe comment, et il n'y a pas de redevabilité ni d'efficacité dans la dépense. Très bien. Et on nous signale que nous sommes presque à la fin de l'émission. Maintenant, revenons-en au cas malien. Est-ce que le Mali a rectifié l'accord sur la ZLECAf? Oui. Et maintenant, est-ce que nous sommes prêts déjà à amplement y prendre part? Il faut demander à qui de droit s'ils ont fait leur plan de productivité. Oui. Est-ce que le Mali a fait son plan de productivité? Parce que le Mali, quand même, nous sommes une puissance céréalière. Et vous savez, nous avons un potentiel tellement énorme. J'étais avec des jeunes tout à l'heure, je leur expliquais tout le potentiel. Mais le potentiel, vous savez, en 2006, le président ATT, à travers son ami le président Carter, quand même, avait invité un éminent personnage, Normand Borlaug, qui est prix Nobel de la paix, et qui est le père de la révolution verte en Inde. On l'a amené à l'Office du Niger, on l'a dit, oui, mais vous avez un très beau potentiel, mais le potentiel ne se mange pas. Le potentiel, vous devez le réaliser
Donc nous avons beaucoup de potentiel, mais maintenant, mettons-nous au travail pour réaliser ce potentiel, pour le bonheur. Et ça veut dire que le Mali pourra vraiment gagner beaucoup de choses dans cette zone-là à travers ne serait-ce que l'agriculture. Le Mali a tout à gagner parce que le Mali est un pays agro-silvo-pastoral, minier aussi, mais les mines sont non renouvelables et il faut que les ressources des mines, d'abord qu'elles profitent aux Maliens et qu'elles puissent engendrer la prospérité partagée pour l'ensemble des Maliens comme le coton le fait. Mais aussi, il va falloir aussi que les Maliens fassent en sorte que vraiment notre économie soit inclusive. Et nous avons, c'est-à-dire que la croissance économique, vous savez, nous sommes grands producteurs d'or, et chaque fois que les cours de l'or augmentent, on a l'impression que les revenus des Maliens augmentent. Alors que c'est les revenus des producteurs d'or qui augmentent. Et ce sont les compagnies minières qui produisent de l'or, ce n'est pas l'État. Elles payent des dividendes, évidemment, elles payent des taxes et impôts, etc. Bon, mais ce n'est pas assez. Il faut augmenter le contenu local, augmenter la productivité de l'économie, augmenter la participation des Maliens à l'activité économique. Donc nous avons beaucoup de potentiel. Nous sommes un pays continental enclavé, mais nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ça peut être un avantage aussi. Et vous savez, l'autoroute transsaharienne est à 95% terminée. Mais le tronçon malien, il y a beaucoup de difficultés dessus. Le tronçon malien, ça doit passer par où? Tamanrasset et ensuite Gao, et puis bon, Gomakura, tout ça. Bon, le tracé est bien défini, mais évidemment, pour des raisons de sécurité, sinon les autres pays ont terminé leur tronçon. Et cela va relier le golfe de Guinée, Lagos, à la Méditerranée, Alger. Donc, cette autoroute va permettre de désenclaver et de faire de nous un pays central, d'est en ouest. Et vous savez, l'Union africaine a un vaste programme d'infrastructure continentale, parce que la connectivité est très importante, parce que vous savez que pour un conteneur entre Niamey et Lomé prend plus de temps qu'un conteneur entre Lomé et Singapour, qui sont à 11 000 km, alors que Lomé-Niamey, c'est à 1200 km. Bon, est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous devrions renforcer non seulement notre productivité, mais aussi notre compétitivité. La compétitivité, sont les facteurs de production, le capital humain, le capital physique, le capital financier, le capital immatériel, mais aussi la qualité des politiques publiques. La qualité des politiques publiques, la qualité des institutions. Et tout cela, si nous arrivons à mettre tout cela ensemble avec la volonté politique, et je pense que nous avons un très beau regroupement ambitieux et qui sera à la hauteur de nos espérances, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, parce que l'objectif, c'est d'avoir une union douanière africaine sous peu, et plus tard, à l'horizon 2063, d'avoir d'avoir une diplomatie commune, une monnaie commune et une armée commune. Donc, cela ferait que l'Afrique comptera parmi les nations du monde. L'Afrique comptera parmi les nations du monde, ce serait le mot de la fin. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre invité était l'économiste Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Okay. Un plaisir partagé surtout. Merci de m'avoir invité. Merci, chers téléspectateurs, aussi à vous de nous avoir suivis. À très vite sur la première chaîne d'info du Mali. Au revoir.